Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. L'atmosphère à Buckingham Palace n'a jamais été aussi pesante. Derrière des portes dorées et des portraits séculaires, une vérité a été enfouie. Un sujet que le prince William ne peut plus taire. Pendant des années, le monde a assisté en direct à l'éclatement d'une famille. Mais que s'est-il réellement passé avant le départ du prince Harry? La réponse est surprenante. Aujourd'hui, des millions de personnes se posent la même question. Meghan Markle a-t-elle été victime d'une institution cruelle ou y avait-il autre chose en jeu? Quelque chose que William a perçu dès le début, mais qu'il n'a pas pu exprimer ouvertement? Avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Que feriez-vous si une personne que vous aimez choisissait la version de la réalité d'un inconnu plutôt que la vôtre? Et si ce choix ne vous blessait pas seulement, mais détruisait tout ce que vous avez été élevé à protéger? C'est la vérité du prince William, et elle change tout. À cet instant précis, tout a basculé. Il y a des adieux qui vous marquent à jamais, des adieux qui vous privent de sommeil, qui se rejouent sans cesse dans votre esprit à 3 heures du matin, lorsque le palais est plongé dans le silence et que le poids du devoir pèse comme une pierre. Pour le prince William, un adieu en particulier l'a hanté plus que tout autre. Le jour où son frère, le prince Harry, a choisi de partir, le monde entier a applaudi. On a qualifié son geste de courageux, moderne et nécessaire. Un homme protégeant sa femme de la cruauté d'un système archaïque. Mais voici ce que les gros titres ont omis de demander. Que s'est-il réellement passé derrière ces portes closes avant le départ de Harry? William se souvient des conversations interrompues, des avertissements restés lettres mortes. Et surtout, il se souvient d'elle, Meghan Markle. Ni un méchant, ni une victime, mais quelqu'un qui a profondément transformé la vision qu'Harry avait de sa famille, de son devoir et de lui-même. J'ai gardé cette vérité pour moi pendant longtemps, admet William, non par crainte de l'opinion publique, mais parce que je savais que la révéler risquait de réduire à néant tout ce que mon frère avait construit. Mais le silence a ses limites. Et aujourd'hui, avec le recul et la sagesse des années, William est prêt à parler. Parce que l'histoire qu'on vous a racontée ne représente que la moitié de la vérité. La question à laquelle personne ne veut répondre. Soyons honnêtes. Quand on pense au départ de Harry et Meghan, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Une idylle de contes de fées brisée par le racisme des tabloïds? Une femme moderne étouffée par des règles royales archaïques? Un mari protégeant sa femme à tout prix? Ces récits sont puissants. Ils sont lisses. Ils correspondent parfaitement à la structure du héros contre le méchant dont nous sommes friands. Mais la réalité est rarement aussi simple. Voici ce que William souhaite que vous considériez. Et si le plus grand danger n'était ni la presse britannique ni le protocole du palais? Et si c'était le prisme à travers lequel Harry a commencé à tout voir? Un prisme soigneusement placé devant ses yeux par quelqu'un qui savait parfaitement s'en servir? Réfléchissez-y. Dès l'entrée de Meghan dans la famille royale, chaque interaction, chaque tradition, chaque conseil avisé a été soudainement réinterprété. Non pas comme une protection, non pas comme un guide, mais comme un moyen de contrôle, d'oppression, d'attaque. Et une fois cette vision des choses ancrée, il était impossible de s'en défaire. Pour comprendre l'ampleur de cette fracture, il faut remonter le temps, remonter à 1997, remonter à ces deux garçons, âgés de 15 et 12 ans, marchant derrière le cercueil de leur mère devant des millions de caméras. Nous avons grandi dans le même palais, se souvient William, mais avec deux rôles très différents. J'étais préparé à hériter du trône. Chaque étape était planifiée. Chaque émotion devait être maîtrisée. Harry était différent. On le laissait dévier de sa trajectoire, en partie parce que je portais le fardeau d'être la personne idéale pour nous deux. Pendant des années, cette dynamique a fonctionné. De la fin des années 2000 au début des années 2000, William et Harry étaient décrits comme exceptionnellement proches. Voyages conjoints, actions caritatives, engagements militaires. Ils étaient unis face au monde. William pensait que ce fragile équilibre perdurerait. Il s'est trompé. En 2011, William a épousé Catherine. Ses responsabilités familiales entrèrent dans une nouvelle phase, mais le rythme royal demeura inchangé. Cérémonie, discipline et la règle tacite selon laquelle la vie personnelle devait servir la stabilité collective. Puis, de 2012 à 2015, Harry effectua son service militaire. Il revint avec des récits bien différents de ceux de William, plus réalistes, plus durs et bien moins indulgents envers les anciennes règles. William remarqua le changement, mais le considéra comme une transition normale pour un jeune homme revenant du champ de bataille. Il n'a pas vu venir la tempête.
2016. L'année. Tout a basculé. Juin 2016. La Grande-Bretagne vote pour quitter l'Union européenne. Le pays est sous le choc. La famille royale traverse une période politique tumultueuse, et au milieu de ce chaos, Harry leur présente une nouvelle personne. Pas une Britannique. Pas quelqu'un qui comprenait les rouages complexes de la famille royale, mais Meghan Markle, une actrice américaine habituée à écrire sa propre histoire et à la vendre au public. Dès les premières rencontres, il n'y a eu aucun conflit ouvert, aucune élévation de voix. William s'en souvient, mais avec une vie entière passée au sein de la famille royale, je perçois quelque chose de profondément troublant. Elle n'est pas entrée dans cette famille pour s'adapter. Elle est arrivée avec une stratégie bien rodée. Des questions ont immédiatement surgi, même si personne ne les a exprimées ouvertement. Pourquoi tout devait-il aller si vite? Pourquoi la presse américaine a-t-elle eu accès aux informations avant la presse britannique? Pourquoi l'histoire était-elle déjà présentée comme une opposition entre victimes et oppresseurs? Fin 2016, le palais publiait des communiqués inhabituels, non pas pour confirmer la relation, mais pour limiter les dégâts médiatiques. Pour ceux qui étaient à l'intérieur, c'était un signal d'alarme évident. Une relation personnelle engendrait un risque institutionnel. Je ne me suis pas opposé à l'amour de mon frère, déclare William avec prudence. Mais j'ai commencé à poser une question que personne ne voulait entendre à l'époque. Si cette histoire n'était pas maîtrisée dès le départ, qui en paierait le prix? Harry a cessé d'écouter. Il a commencé à percevoir chaque avertissement comme une tentative de contrôle, chaque mise en garde comme une forme d'oppression. C'est à ce moment précis que William réalisa quelque chose de glaçant. Le passé qui hantait le présent. Avant de devenir duchesse de Sussex, Meghan Markle avait un passé. Tout le monde le fait. Mais ce qui préoccupait William, ce n'était pas l'existence de ce passé, mais sa répétition incessante. De 2008 à 2011, Meghan a fait régulièrement des apparitions dans les rubriques culturelles en tant que jeune actrice, à la recherche de sa première carrière. Elle a épousé le producteur Trevor Engelson en 2011. Le mariage s'est terminé moins de 2 ans plus tard. De nombreux tabloïds ont décrit la rupture en termes durs, insistant sur sa rapidité, la distance géographique et l'évolution des priorités professionnelles. Aucune conclusion officielle n'a été donnée, mais un récit s'est rapidement formé dans les médias. Une relation qui s'est terminée tout aussi vite. De 2013 à 2016, alors qu'elle tenait le rôle principal dans la série Suits, les médias américains ont présenté Meghan comme une personne qui s'efforçait de construire sa marque personnelle. Les articles évoquaient son blog lifestyle, The Tig, ses relations dans le monde du divertissement et sa gestion directe de son image. À Hollywood, c'est normal. Dans la famille royale, c'est un signal d'alarme. Durant cette même période, les médias ont fait état de tensions familiales et d'un éloignement de certains proches. Les désaccords se sont étalés au grand jour. Si la véracité des détails a toujours été sujette à controverse, le point commun était évident. Les relations personnelles de Meghan se terminaient rarement discrètement. Puis vint 2016, quelques mois seulement après que sa relation avec Harry soit devenue publique. Les médias internationaux avaient déjà élaboré 2 versions opposées. Meghan présentée comme victime de la presse britannique et la famille royale comme un système froid et archaïque. Ces récits se sont rapidement répandus, notamment aux États-Unis, où l'idée d'une femme moderne s'attaquant à une institution ancestrale a été bien accueillie. Ce qui m'a rendu prudent, ce n'est pas le soutien reçu par Meghan, explique William. C'est la rapidité avec laquelle un récit complet s'est construit qui a frappé. En très peu de temps, les articles avaient déjà des personnages, des motivations et des conclusions. Et lorsqu'un récit médiatique est ainsi façonné dès le départ, tout ce qui suit converge dans la même direction. Alors, posez-vous la question, ce récit était-il spontané ou orchestré? Début 2017. La rupture entre William et Harry n'a pas commencé par des cris. Elle a débuté par une conversation que Harry qualifiera plus tard de possessive, mais que William percevra comme une question de survie. Selon plusieurs sources royales, William s'est entretenu en privé avec Harry, non pas pour l'interdire, mais pour le mettre en garde. Ralentissez. Dans la famille royale, ralentir n'est pas un signe de contrôle, mais de protection. Il s'agit de se donner le temps d'y voir clair, de comprendre où l'on s'engage, de distinguer l'amour véritable d'une histoire magnifiquement construite. Harry n'a pas suivi ce conseil, et c'est à ce moment-là que William a réalisé pour la première fois que son rôle de grand frère n'avait plus d'importance. À ce moment-là, William admet d'avoir compris quelque chose de terrifiant. Harry n'écoutait plus sa famille, mais quelqu'un qui l'avait convaincu que le problème venait de sa famille. Fin 2017.
Harry et Meghan ont commencé à constituer leur propre équipe de communication, distincte de la structure traditionnelle de la famille royale. La presse a qualifié cette initiative de proactive. Au sein du palais, elle a été perçue comme une déclaration d'indépendance. Lorsque les membres de la famille royale commencent à raconter leur histoire dans des directions différentes, l'unité commence à se déliter. 2018, le mariage et ses suites. 19 mai 2018. Le monde entier a assisté à un mariage de contes de fées. Des millions de personnes ont célébré l'événement. Le tableau était parfait. Une Américaine métisse moderne intègre la monarchie britannique. Mais en coulisses, des tensions apparaissent. Selon des observateurs royaux, Meghan aurait refusé plusieurs coutumes, notamment celle de collaborer avec les conseillers royaux de longue date. Elle a remis en question des procédures considérées comme non négociables. Pour Harry, il s'agissait de protéger sa femme. Pour William, cela révélait un manque fondamental de respect pour une institution établie depuis des siècles. Je comprenais la volonté de moderniser, réfléchit William, mais moderniser signifie évoluer au sein du système. Ce dont j'ai été témoin était tout autre, une tentative de réécrire entièrement les règles sans même comprendre pourquoi elles existaient. Après le mariage, un troisième événement, le plus important, s'est produit. Harry et Meghan ont exigé un niveau de contrôle médiatique et de sécurité sans précédent pour des membres non actifs de la famille royale. Face à l'incapacité du palais à satisfaire ces demandes, le mécontentement a commencé à se manifester publiquement par des remarques soigneusement formulées. Ce fut le point de rupture pour William. Chaque demande individuelle aurait pu faire l'objet d'une négociation, explique-t-il. Mais lorsque ces demandes furent relayées par les médias comme preuve d'oppression, la famille royale fut contrainte de se défendre. Et lorsque la monarchie se met sur la défensive, nous cessons d'être une famille. Nous devenons une institution assiégée. Réfléchissez à cette dynamique. À quel moment la protection devient-elle contrôle? À quel moment la prudence raisonnable se transforme-t-elle en oppression? Tout dépend du point de vue. 2019, le point de non-retour. Dès 2019, les actions menées avaient engendré une crise majeure. Harry et Meghan ont quitté la Fondation royale commune et ne travaillent plus aux côtés de William et Catherine. Les médias ont qualifié cette décision d'indépendante. Pour la famille, il s'agissait d'un retrait de leur front commun. À partir de ce moment-là, les conversations privées entre les frères ont quasiment cessé. Plus d'échanges directs, plus de discussions officieuses. Tout devait passer par des conseillers, des lettres ou être filtré par les médias. Ses frères ne se parlaient plus comme des frères. Le moment le plus douloureux et le plus décisif fut celui où Harry cessa de croire que sa famille cherchait à le protéger. Chaque avertissement de William était perçu comme de la manipulation. Chaque mise en garde était qualifiée d'oppression. Lorsqu'un homme estime que sa femme est victime d'une injustice de la part d'un système tout entier, dit William à voix basse, il rompra tous les ponts avec lui. Octobre 2019. Tournée en Afrique. Lors d'une interview télévisée, Harry a admis qu'il n'allait pas bien. Meghan a confié que personne ne lui avait demandé si elle allait bien. Pour le public, c'était un signe de vulnérabilité. Pour la famille royale, c'était une limite franchie. Des émotions privées étalées au grand jour sans respecter les voix officielles. La situation s'est rapidement envenimée. Des sources ont révélé que Harry et Meghan négociaient discrètement un rôle royal à temps partiel, tout en restant membres de la famille et en menant des projets commerciaux indépendants. And in turn, cette proposition était perçue comme un précédent dangereux. La monarchie ne peut maintenir une symbolique neutre tout en permettant la commercialisation du statut royal. Puis, le couperet est tombé, le 8 janvier 2020. L'annonce qui a tout bouleversé. Le 8 janvier 2020, Harry et Meghan ont annoncé sur les réseaux sociaux leur intention de se retirer de leurs fonctions royales officielles avant même qu'un accord définitif ne soit trouvé avec la famille royale. Le monde entier a parlé du Megxit. Pour la famille royale, c'était sans précédent. Une décision institutionnelle annoncée comme un communiqué de presse personnel. C'est à ce moment-là, dit William, la voix étranglée par l'émotion, que j'ai compris que nous l'avions complètement perdu. Non par amour, non par conviction, mais par un récit qui exigeait de nous que nous soyons les méchants pour que son histoire fonctionne. Des réunions d'urgence furent tenues à Sandringham. William adopta une position inflexible. Il ne pouvait y avoir de demi-mesure. Soit on conservait l'intégralité des responsabilités, soit on partait définitivement. Il fallait dissocier les titres des avantages. L'accord de Sandringham a été annoncé. Harry et Meghan renonceraient à leurs titres, s'engageraient à ne pas les utiliser à des fins commerciales.
rembourserait les frais de rénovation et s'installerait en Amérique du Nord. Sur le papier, c'était une résolution. Au sein de la famille, ce fut la blessure la plus profonde jamais infligée. Les gens pensent que tout s'est arrêté là. Songe William, mais c'est là que tout a vraiment commencé. Car une fois partie, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris de l'ampleur. La question. Tout le monde se demande qui a orchestré le récit. Après le Megxit, beaucoup se sont demandé qui en était à l'origine. Mais la question la plus juste et la plus troublante est qui a véritablement contrôlé le récit? Car à l'ère des médias, celui qui maîtrise l'histoire maîtrise la réalité. D'après la couverture médiatique de fin 2019 à 2020, Meghan n'est pas entrée dans la famille royale simplement en tant qu'épouse. Elle y est entrée avec les talents d'une conteuse professionnelle, la capacité de façonner les enjeux, de choisir les moments clés et de faire du public le juge suprême. Les premières initiatives n'ont pas été bruyantes, mais précises. Des entretiens privés avec les médias américains, la priorité donnée aux plateformes internationales plutôt qu'aux canaux traditionnels du palais et un recentrage de l'attention du contexte institutionnel vers l'émotion personnelle. Chaque action, prise individuellement, était parfaitement légale, mais ensemble, elles ont formé une trajectoire. C'est à ce moment-là que Meghan a manipulé Harry, explique William. Un prisme à travers lequel chaque action royale, même celle destinée à protéger, était réinterprétée comme un traitement injuste. Une fois ce prisme en place, tous les événements futurs convergeaient vers une seule et même conclusion. Le moment décisif survint avec une proposition de travail à temps partiel. Officiellement, c'était un compromis. Mais selon des sources internes, il rompait avec la tradition, les titres étant conservés tout en menant des activités commerciales. Pour la famille royale, c'était dangereux. Pour Meghan, il s'agissait d'optimiser son approche, de préserver le symbolisme tout en renforçant son autonomie. Lorsque la proposition a été rejetée, le discours a basculé instantanément. Du compromis à la fuite, de la différence à l'oppression. Et une fois ce changement opéré, il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'interview qui a tout changé, septembre-mars 2021. L'interview a été diffusée dans le monde entier. Des accusations ont été formulées sur un ton extrêmement émotionnel. La famille royale, ayant choisi de ne pas se prêter au jeu médiatique, n'a pu réagir de manière proportionnée. Résultat, un verdict rendu par l'opinion publique, les accusés étant tenus de s'expliquer tandis que le narrateur détenait tout le pouvoir. Le rôle de Meghan ne se limitait pas à chaque mot prononcé, observe William. Cela faisait partie de la stratégie globale. Elle comprenait le rythme des médias modernes, la structure narrative et le fait que, lors des émissions de télévision en direct, l'émotion prime sur les faits. Harry, profondément blessé, fut amené à croire que partir était la seule voie morale à suivre. Ce qui rend la situation si dévastatrice, ce n'est pas une trahison isolée, mais la réduction progressive des options. À chaque nouvelle version, la marge de manœuvre d'Harry se rétrécit. Rester reviendrait à trahir l'histoire déjà racontée. Faire marche arrière aurait signifié admettre que l'objectif était erroné. Et une fois toute possibilité de retour en arrière exclue, le départ est devenu inévitable. Pendant ce temps, William restait de l'autre côté, sans raconter son histoire, sans participer aux débats télévisés, sans répondre à chaque allégation. Aux yeux du public, cela paraissait froid. Pour l'institution, c'était une discipline de survie. Mais à l'ère du récit, la discipline cède toujours le pas à l'émotion. Après leur départ début 2020, Harry et Meghan n'ont pas seulement quitté une institution, ils ont rompu avec tout un écosystème. Security, finances, titress, silence, tout était garanti. D'abord le Canada, puis rapidement la Californie. Montecito, pour être précis. Un quartier huppé et exclusif où résident les personnalités influentes d'Hollywood. Leur propriété de plusieurs millions de dollars n'était pas seulement un symbole de luxe, c'était une affirmation de soi. Nous n'appartenons plus à la famille royale britannique. Leurs enfants, Archie et Lilibet Diana, sont nés hors du système. Ils ont du sang royal, mais n'ont pas été élevés au sein de la monarchie. La vie familiale a été décrite comme volontairement ordinaire. Apparitions rares, pas de portraits officiels, pas de voyages royaux, seulement des moments soigneusement choisis. Suffisamment pour témoigner du bonheur, mais jamais assez pour permettre une intimité plus profonde. Mais la vie de famille ne représente que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, et la plus controversée, concerne leur carrière après leur retrait de la famille royale. Immédiatement après avoir renoncé à leurs droits civiques, ils ont signé des contrats médiatiques prestigieux. La presse a parlé d'indépendance financière. Pour la famille royale, c'était du jamais vu. D'anciens membres de la famille royale monétisant leur histoire pour le grand public. Meghan a retrouvé un rôle familier?
conteuse, productrice, instigatrice de récits. Ses projets portaient sur les traumatismes, la pression, le féminisme et la lutte contre les systèmes. Harry est apparu comme un témoin poignant, faisant ressurgir des souvenirs royaux, des souffrances et des expériences vécues. Mais une question lancinante demeure, est-ce véritablement la liberté ou simplement une autre forme de pression, une pression plus lucrative? D'après certaines sources, Harry aurait eu plus de mal que Meghan à s'adapter. Pour elle, Hollywood était un terrain familier. Pour Harry, ce nouveau monde n'offrait aucun protocole de protection, aucune limite claire, aucun média interdit. Chaque souvenir personnel est devenu contenu. Et une fois que le contenu génère de la valeur, le silence devient un handicap. Qu'est-il arrivé à la famille royale lorsque Harry et sa famille sont partis en 2020? Ce n'était pas seulement une rupture personnelle pour ceux qui sont restés, en particulier pour William. Il s'agissait d'une restructuration complète. Moins de personnel, moins de voix, une pression accrue. Les rôles autrefois partagés devaient désormais être absorbés. Les voyages royaux, les patronages et les devoirs symboliques n'ont pas disparu. Ils ont été redistribués, et la majeure partie de cette responsabilité a reposé sur les épaules de William et Catherine. Le premier changement s'est opéré dans le fonctionnement de la monarchie. Guillaume a privilégié la stabilité en réduisant les déclarations publiques et les projets controversés et en se concentrant sur les piliers établis. Il ne s'agissait pas de conservatisme. Il s'agissait de réduire les risques. Catherine est devenue le pilier de l'image. Tandis que les débats médiatiques faisaient rage, elle a conservé une présence calme et constante. Les médias britanniques ont constaté une transition nette. La famille royale renouait avec un langage traditionnel. La constance, la discipline et une présence rassurante, non pas en guise de contre-attaque, mais de désescalade. En privé, William et Catherine se montraient plus réservés. Leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, étaient tenus à l'écart des débats publics. Peu d'images prises sur le vif, peu de moments intimes. Ce choix était porteur d'un message. L'avenir de la monarchie ne serait pas déterminé par le conflit actuel. Mais le changement le plus important fut la succession. Avec l'accession au pouvoir de Charles III, Guillaume entra plus tôt que prévu dans la phase de préparation à la pleine souveraineté. Il n'y avait plus de substitut, sous la forme d'un frère cadet, pour partager la charge. Tous les regards se tournèrent vers lui, seul symbole de continuité. Dans ce contexte, William opta pour une discipline médiatique absolue. Pas d'interviews conflictuelles, pas de révélations sur les coulisses, pas de réponse point par point. Pour le public, cela paraissait parfois froid. Pour l'institution, c'était un rempart, empêchant le récit d'entraîner la monarchie dans une spirale émotionnelle. La lettre non dite, le dernier mot d'un frère, la voix de William, posée mais chargée d'émotions contenues depuis des années. Harry, j'ai écrit ces lignes dans ma tête des tas de fois, et je les ai effacées tout autant. Non pas que je n'ai rien à dire, mais parce que parler peut parfois creuser le fossé. Mais aujourd'hui, je choisis d'écrire. Pas pour la presse, pas pour l'histoire. Pour vous! Je me souviens encore de ces matins pluvieux à Kensington, où l'on se levait en douce aux aurores pour dévaler le long couloir, nous pas résonnant comme une plaisanterie privée. À l'époque, nous n'avions pas de titre. Nous étions juste 2 frères, l'un responsable, l'autre riant. Je pensais te porter pour toujours, comme on me l'a appris, mais je me trompais sur un point. Porter ne signifie pas toujours s'accrocher. Quand tu es parti, le monde a parlé de courage. Certains ont parlé de trahison. Je n'emploie pas ces mots. Pour moi, c'était un choix définitif, fait à un moment où chaque autre porte me semblait un piège. Je comprends ce sentiment. Cette impression d'être acculé au point où une seule issue paraît suffisamment prometteuse car quelqu'un tient la lumière au bout du tunnel. Depuis, chaque conversation a trouvé un public. Chaque silence a été interprété. Et j'ai compris que même des frères de sang peuvent se perdre de vue dans la foule. Je suis resté, non pas parce que je suis plus forte, mais parce que quelqu'un devait rester. Rester pour maintenir le rythme. Se tenir devant ces vieilles portes. Dire « Nous sommes toujours là, malgré le changement de cap ». Rester, ce n'était pas gagné. Rester était une épreuve qui exigeait des questions sans réponse facile. Une épreuve qui exigeait la froideur de l'incompréhension. Endurer la douleur d'entendre son nom à la une des journaux, plutôt que d'entendre la voix de quelqu'un qui vous aime. J'ai appris le silence sélectif. Non pas que je n'ai pas mes propres vérités, mais parce que chaque vérité prononcée en appelle une autre. Très vite, la famille se transforme en une série sans fin, un spectacle sans conclusion. J'ai refusé cela. J'ai choisi de ne jamais diffuser une partie de notre histoire. Il m'est arrivé de me demander si j'avais dit quelque chose de différent ce jour-là, si j'avais ralenti le rythme.
si j'avais eu moins raison. Mais l'histoire ne se construit pas sur des suppositions, elle se construit sur ses conséquences. Et la plus grande conséquence est la suivante. Nous apprenons à vivre en silence, sans les uns, sans les autres. C'est à la fois effrayant et nécessaire. Comme une cicatrice qui apprend au corps à éviter le couteau la prochaine fois. Je vois mes enfants grandir et je comprends une chose très simple. Les enfants ont besoin de constance. Ils ont besoin de voir des adultes ne pas rompre les ponts à la hâte, même lorsqu'ils sont déjà fragilisés. Je veux que mes enfants sachent que certaines relations se tissent grâce à la persévérance, et non à l'éloquence. Je veux qu'ils sachent que la famille peut souffrir, mais que la douleur n'est pas une fatalité. Je vois aussi vos enfants grandir de loin. Je suis heureuse que vous leur ayez offert un foyer paisible. Je suis heureuse qu'ils vivent loin des lumières qu'ils n'ont pas choisies. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, je n'ai jamais douté de ton amour pour eux, et j'espère que lorsqu'ils seront en âge de lire ceci, ils comprendront que cette séparation n'a pas commencé avec eux, et qu'elle ne devrait pas se terminer avec eux. Tu as parlé de liberté. Je te crois, mais j'ai aussi appris que la liberté a un prix. Ce prix ne se paie pas toujours en argent. Parfois, cela se payait par des dîners sans réponse, par des appels restés sans réponse, par le fait de s'en tenir à une version des faits, même quand le cœur voudrait dire le contraire. Je n'écris pas pour vous retenir. J'écris pour préserver un espace ouvert, un espace sans caméra. Pas d'émission programmée, juste 2 chaises et du temps. Un temps qui nous a été cruel, mais qui est aussi la seule chose qui sache adoucir les angles. Si un jour tu as besoin de parler, non pas pour avoir raison, ni pour être cru, mais simplement pour être entendu ou entendu, je suis là. Je ne peux pas te promettre que tout guérira. Je peux seulement te promettre de ne pas aggraver les choses. Car face à certaines blessures, le plus grand bienfait est de laisser l'hémorragie s'arrêter. Votre frère, le prince William, nous y voilà. Au bout du compte, la vérité sur William. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez déjà, cette histoire n'a ni héros ni méchant. Cela met les êtres humains face à des choix impossibles, sous une pression insoutenable. William ne reproche pas à Meghan son ambition. Il ne reproche pas à Harry de protéger sa femme. Mais il reconnaît une chose que le public refuse de voir. Un récit a été construit, un angle de vue a été imposé. Et une fois que ces prismes a transformé chaque souvenir, chaque tradition, chaque acte d'amour en preuve d'oppression, il n'y avait plus de retour en arrière. Le plus choquant n'est pas ce qu'a fait Meghan, mais comment toute la famille a laissé la situation dégénérer. Comment le silence a été pris pour de la froideur, comment la prudence a été perçue comme de la cruauté. Comment 2 frères, qui marchaient côte à côte derrière le cercueil de leur mère, se trouvent désormais aux antipodes l'un de l'autre. Mais voici ce que William veut que vous compreniez. La porte n'est pas fermée, elle n'est simplement pas grande ouverte. Car dès qu'une conversation est diffusée, elle cesse d'être une conversation. Et dans un monde obsédé par la prise de position, le plus difficile est de laisser place aux nuances. Vous avez entendu la version de William. Vous avez vu la chronologie. Vous comprenez les questions qui n'ont jamais été posées. Alors, nous vous les posons. Meghan était-elle victime d'une institution cruelle? Ou une stratège qui savait parfaitement comment contrôler le récit? Harry a-t-il fait un choix courageux? Ou a-t-il été poussé à bout, au point que la fuite lui semblait la seule issue? 2 frères peuvent-ils vraiment se réconcilier lorsque leurs histoires impliquent des méchants différents? Partagez vos réflexions sincères dans les commentaires. Quel camp choisirez-vous? Où oserez-vous vous placer au milieu, là où la vérité est complexe et où personne n'a jamais entièrement raison? Si vous pensez que de telles histoires méritent d'être entendues, dans leur intégralité, et non pas seulement à la une, restez avec nous. Car la vérité sur la famille royale ne se résume pas à une simple déclaration choc. Elle se trouve dans des années de silence, des avertissements ignorés, des limites franchies, et dans la décision finale qui a placé 2 frères face à face, sans espoir de retour en arrière. Merci de votre écoute, merci de votre réflexion, et surtout, merci de vous soucier suffisamment de poser les questions difficiles.